Ça y est, Ça on y est, est c'est parti. mince, pris en flagrant délit. Ouais. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Voilà, installez-vous tranquillement. Pourquoi pas prenez un thé ou autre chose, comme je viens de le faire. Donc, je suis David Yocho, DG2S, et ravi de vous accueillir avec Arthur, le CEO de Jobmaker. Ouais, merci David. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être là. Je suis content parce que moi, ça fait longtemps que je suis votre boîte et ça faisait un moment, j'ai repris Jamaker il y a 3 ans. Je me suis dit, il faudra que je fasse un jour un webinaire avec Zest quand même. C'est sympa ce qu'ils font. Écoute, c'est bien de commencer. Merci pour ce feedback Ouais. positif. Tu vois, ça fait du bien. Ça donne de l'énergie. Je ne sais pas comment on peut vous donner de l'énergie à tous ceux qui se connectent, mais en tout cas, c'est sympa de vous voir après un week-end de 3 jours. Ouais, tiens, il y a un On se petit pose sondage là. exactement. Posons-nous la question comment on va bien aujourd'hui ou comment on va moins bien. Voilà, c'est OK aussi de dire qu'on va un petit peu moins bien. On est entre nous. Donc, petit sondage pour ceux qui arrivent tranquillement. Voilà, vous avez 3 emojis. Est-ce que vous avez la patate? Est-ce que c'est voilà, coussi coussa ou est-ce que c'est plutôt bof, bof, bof? Donc, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est chouette parce que là, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à notre webinaire, donc on est très contents. Ça veut dire que le sujet devrait vous intéresser. En Ouais. tout cas, on va tout faire pour. Et puis, non, c'est chouette de voir que c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, merci pour votre présence. Ouais, et merci pour votre présence et vous allez nous écouter, c'est super sympa, on a la pression et n'hésitez pas bien entendu à nous faire du feedback via les petits sondages qui vont un petit peu émailler notre présentation, notre échange et puis pour que ça soit un échange, vous pouvez aussi poser des questions, partager les bonnes pratiques au travers du chat que vous devez voir dans votre interface de webinaire avec la petite bulle. Voilà, donc n'hésitez pas. Par exemple, à nous dire là d'où vous vous connectez. Voilà, moi, j'étais à Honfleur ce week-end, c'était génial, mais je suis là dans la banlieue parisienne, il y a un peu moins de plage, c'est plutôt sympa, et donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous vous connectez. Donc moi, je suis exactement à Fontenay-aux-Roses. Voilà, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Ben, moi, je suis à Paris. Il y a Christelle qui nous demande notre nom de famille. Donc, on n'a Ah, pas compris. on va l'écrire sur le chat direct. Le mien, c'est Guy Ochaud. Et donc, moi, je suis Arthur Philippe. C'est plus Ne facile, toi. prenez pas mon nom et mon prénom parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Alors, s'il vous plaît, pendant cette heure à venir, ne m'appelez pas Philippe, ça me ferait plaisir. Et puis, vous pouvez nous rajouter sur LinkedIn. On sera ravis de pouvoir poursuivre les échanges également. Donc, Arthur Philippe, Jobmaker, vous trouvez assez facilement, je pense. Tiens, on a des Strasbourgeois ou quasi-Strasbourgeois qui se sont connectés. Sympa. On a de la variété. Hein. On a Strasbourg, on a Brive-la-Gaillarde, on a Moi, je suis Chambéry. né à Ussel, pour Isabelle. Je suis pas loin de chez vous. Enfin, j'habite pas là, mais je suis né là-bas. Corésien du Nord, pour le coup. Mais Alors, sinon, Garlon, j'habite pas bien. ouais. Garlon, il faisait pas beau tout le temps à Honfleur ce week-end. Disons qu'il pleuvait pas, c'était déjà pas mal, mais on a eu un super lundi. Hein. Ouais, c'était top. Bon, on va pouvoir démarrer, parce qu'il y a pas mal de Ouais, monde. ah oui, je pense que ça y est, là, Ça va les gens, faire venir les retardataires. ouais, on a bien sûr la possibilité de nous rejoindre tout au long de l'enquête. On a vu que vous étiez majoritairement de bonne humeur, donc ça c'est cool de savoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au programme? Eh bien, tout simplement, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 8 leviers d'engagement sur ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui fait partie de nos projets d'entreprise respectifs de Jobmaker et de Zest. Et donc, voilà, je suis ravi de partager ça avec Arthur pour vous donner un peu de grain à moudre pour préparer vos plans d'action, partager les retours d'expérience sur ce sujet, mais tellement essentiel des aventures humaines que sont les organisations, les entreprises, c'est-à-dire l'engagement de leurs collaborateurs, qui est finalement le moteur de la réussite, de la résilience, du succès, de l'innovation dans les organisations. Peut-être tu peux nous présenter très rapidement, Arthur, ce que fait Ouais. John. Oui, donc merci en tout cas. Donc moi, j'ai repris Jobmaker il y a 3 ans. Je suis psychologue du travail de formation. Ça fait maintenant 15 ans à peu près. À peu près, je pense que je travaille dans la HR Tech. Et donc, je suis psychologue du travail par ailleurs. Et donc, Jobmaker, c'est une startup qui a été créée par des coachs de carrière qui ont eu pour ambition de digitaliser tout ce qui est coaching de carrière, justement, et de faire en sorte de pouvoir démocratiser l'accès dans les organisations.
Très souvent, le coaching de carrière nécessite l'intervention d'un coach. Effectivement, c'est utile dans ces étapes, sauf que ça ne permet pas la globalisation de l'approche. Et donc, nous, on a développé un parcours 100% digital qui a permis de pouvoir rendre autonomes les collaborateurs sur 80% d'un programme classique de coaching pour laisser les 20% restants aux mains du RH, du manager, pour qu'ils puissent les accompagner justement vers leur prochaine étape professionnelle de carrière, que ce soit en interne ou en externe, selon le contexte, évidemment. Parfait, merci Arthur pour cette introduction. Donc, donc cette offre de technologie pour la fonction RH qu'on appelle la HR Tech, Christelle, eh bien, Zest est apparu il y a à peu près 7 ans. Pardon. Alors, j'ai une toux, hein, voilà, j'ai pris trop l'air peut-être, ou c'est l'air pollué de Paris qui ne va pas. Donc simplement pour vous dire que Zest, sa mission, c'est de développer une suite digitale, web, mobile, pour faciliter dans les organisations plus ou moins complexes, notamment vers les populations terrain, eh bien, le moteur de l'engagement, de la réussite collective, au travers de différentes fonctionnalités qui permettent, on va le voir au travers des retours d'expérience client. Donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais voilà, sachez que nous avons le plaisir d'avoir 300 clients de secteurs d'activité très différents, dont je vais avoir le plaisir de mettre là aussi un coup de projecteur. Voilà, donc je vous propose d'avancer concrètement sur ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 8 leviers pour engager les collaborateurs avec des constats qui sont issus de baromètres que l'on a de chaque côté, hein, John Maker et Zest créés. Pour ce qui concerne Zest, c'est le Baromex, qui est un panel de plus de 1200 salariés français représentatifs, des hommes, des femmes, des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise, qui nous permet eh bien, d'avoir des informations très utiles pour, entre guillemets, se benchmarker par rapport en tant qu'entreprise sur ces sujets qui font les leviers de fidélité, les leviers de motivation dans les organisations. Et ben, je te laisserai, Arthur, présenter quand tu auras la parole un petit peu de votre enquête. Et l'objectif de cette session, hein, de ce matin, bah, c'est de partager ce constat pour alimenter en fait le partage surtout de bonnes pratiques avec des exemples concrets chez nos clients. Et je le rappelle, vos questions, et puis on essaiera d'apporter les meilleures réponses ou vos partages de retours d'expérience. On est très friand de ça. Pour lancer un petit peu l'échange, et notamment par rapport à ce baromètre de Zest, eh bien, on va dire que c'est une photographie que l'on voit effectivement assez souvent chez nos clients, dans les organisations, mais qui est confirmée par ce baromètre, on va dire d'une météo contrastée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme on le voit à gauche, avec le niveau d'engagement déclaré des collaborateurs, un haut niveau d'engagement déclaré des collaborateurs. Donc, c'est une espèce d'injonction, d'invitation des collaborateurs à se projeter comme étant engagés ou voulant quelque part être engagés. Et ça, c'est vraiment important. C'est une intention et un sentiment de projection qui est important, mais qui est un petit peu minoré, contredit par une réalité. En gros, il y a de l'amour et il y a l'épreuve d'amour. Donc, il y a un vrai amour voilà, qui est déclaré de l'engagement des collaborateurs. Et puis après, quand on regarde peut-être les traductions concrètes, avec ces 3 indicateurs qui sont très intéressants, est-ce qu'on se sent content d'aller travailler? Donc, ça va être la motivation. Là, on a seulement 37% des collaborateurs, des salariés du baromètre qui se disent se sentir vraiment motivés pour aller au travail. Est-ce qu'ils se projettent comme fidèles dans leur entreprise où ils sont? Il n'y en a que 23%, ce qui est quand même assez peu, qui se considèrent vraiment fidèles dans l'entreprise pour ne pas quitter cette entreprise dans les 12 prochains mois. Et puis, est-ce qu'ils sont prêts à recommander leur entreprise à d'autres? Eh bien là, on a effectivement 21%. Oula. 21, on joue avec la table de mixage. Il y a 21% de promoteurs, donc seulement donc de salariés dans ces entreprises qui vont de manière proactive quelque part, eh bien, pendant le week-end du 11 novembre, éventuellement dire à quelqu'un que ça serait génial s'il pouvait rejoindre son entreprise puis qu'il la recommande. Donc on voit que c'est une météo un peu contrastée. Donc on voit que l'équation de l'engagement collaborateur, c'est pas si facile et qu'il y a quand même beaucoup à faire. Ça tombe bien, on a des bonnes pratiques et des exemples concrets à vous partager. Je te passe la parole, Arthur. Ouais, avec plaisir. Simplement, j'aimerais bien avoir les slides devant les yeux. Si on pouvait me les afficher parce que je ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Ouais. Donc, je ne sais pas si Marie pouvait nous filer un coup de main sur le sujet. Ouais. Je suis désolé pour le petit couac là, mais. Est-ce que là, tu te vois? Moi, je me vois, toi, je te vois, mais je ne vois pas les slides. Ah, bon, alors moi, je vois.
Je vois que tu vas nous parler de renforcer l'autonomie. Ouais, je peux en parler. Bon, je vais prendre la slide et puis je les ai par ailleurs, mais si vous pouvez me les afficher, ce serait plus agréable. Donc, effectivement, le levier numéro un, ça va être de effectivement renforcer l'autonomie des collaborateurs. Alors, qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Ça veut dire que les collaborateurs aujourd'hui, et en fait, alors, on parle souvent on dit ça, on attribue ça souvent aux jeunes générations. Moi, je pense que c'est pas vrai, c'est surtout à l'époque. Qu'on soit, moi, par exemple, je ne suis pas partie de la jeune génération, j'ai 40 ans, je veux dire, je suis un peu entre les deux. Je pense que le niveau d'autonomie, c'est plus une question de société plus que d'âge. Et effectivement, aujourd'hui, on aspire à avoir des trajectoires de carrière plus singulières, centrées sur vraiment ce que nous, on a envie de faire, sur nos valeurs, sur nos visions, etc. Et également, d'arrêter de s'affranchir plutôt du micromanagement qui parfois peuvent être véritablement toxiques pour le développement des collaborateurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de privilégier un niveau d'autonomie élevé pour que les personnes puissent vous être fidèles et qu'ils puissent derrière, vous pouvez vous appuyer sur eux sur la durée. Donc, en quoi ça consiste concrètement? Si on veut passer à l'action, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est mettre en place des objectifs clairs et de les co-construire avec les collaborateurs. Ce soit une relation manager-collaborateur qui va définir les objectifs, les responsabiliser aussi, que ce soit par rapport aux objectifs qu'ils ont à atteindre, mais également par rapport à leur carrière. Leur apporter également de la vision, qu'ils puissent savoir dans quelle direction l'organisation va, l'entité va, et pour voir si également de leur côté, ils vont pouvoir y adhérer. Et donc, pour ça, il faut effectivement mettre en place des objectifs communs et qui soient réalistes. Ça ne sert à rien de donner des objectifs inatteignables parce que ça va au contraire risquer de les désengager. Et pour parler très concrètement, donc nous, on a nos clients, Altaria, Cogedim, qui en fait sont plutôt basés sur la philosophie des entreprises dites apprenantes, ce qui consiste justement à laisser l'autonomie aux collaborateurs dans leur montée en compétences, dans leur trajectoire de carrière. Donc, on va leur donner à disposition des ressources, que ce soit des formations ou des outils d'upskilling ou de montée en compétences, dit autrement. Et donc, ils ont mis en place JobMaker pour que les collaborateurs en autonomie puissent justement se préparer à leurs futures échéances RH, à leur trajectoire de carrière, indépendamment du collaborateur ou du manager ou du RH, et que ces ressources mises à disposition permettent de manière globale de créer la culture du mouvement et d'ancrer de manière claire le fameux message « Soyez acteur de votre carrière ». Très souvent, on dit, ça n'est qu'un slogan. La question, quand on dit ça aux collaborateurs, c'est comment est-ce qu'on décline d'un point de vue opérationnel. Et Altaria assume le fait de ne pas avoir une structure RH suffisamment dense pour pouvoir accompagner chaque collaborateur individuellement. Et donc, ils ont reporté, on va dire, cette compétence au collaborateur lui-même, évidemment, avec la liberté de pouvoir partager le fruit de ces réflexions avec leur RH ou leur manager s'ils en expriment la nécessité. Donc, il y a une autonomie, à la fois fixation des objectifs et ambition professionnelle, quoi. On verra, ça fait écho à des choses sur lesquelles on va témoigner avec des clients de Zest. Hein. Et c'est vrai que l'autonomie ne veut pas dire une espèce de délégation n'importe comment en dématérialisant les process, etc. Et en ne faisant pas derrière pas mal de choses, puisque en général, notamment sur la carrière, cette autonomie, elle remonte pour avoir des réponses concrètes sur des formations, sur des mobilités, bien entendu. Pour compléter le deuxième levier concret d'engagement, hein, c'est cette sensation d'utilité. C'est-à-dire que alors certains parlent de quête de sens, de besoin de sens, de savoir pourquoi quelque part on vient au travail au-delà du salaire. Alors, il faut savoir que c'est OK aussi de se sentir utile par rapport à une solidarité au niveau d'une équipe, par rapport à des relations sociales qu'on peut tisser avec son équipe. Hein, le fait d'être aux côtés de gens qu'on apprécie, eh bien déjà, ça a un sentiment d'utilité. Mais si on va plus largement sur l'organisation, c'est un élément qui est vraiment important puisque on le voit, c'est quelque chose qui est très fort dans le Baromex et qui est aussi quelque chose qui est très imprégnant dans la volonté des collaborateurs qui, si ils ont le choix, bien entendu, préféreront travailler dans une entreprise, dans une équipe où il y a une utilité dans son travail. Et ça, on le voit dans des secteurs d'activité très différents. Et j'ai trouvé intéressant de mettre le coup de projecteur sur Greenflex. Alors, ils ont la chance,
Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais ils ont la chance d'être dans un secteur qui est par définition impactant, puisqu'ils travaillent en particulier sur la transition énergétique, écologique. Et donc, voilà, par définition, c'est quand même le sujet, un des gros sujets, des gros challenges d'impact importants. Et donc, il faut vraiment, dans ce cas-là, être à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du cordonnier qui pourrait être le moins bien chaussé. Et ce que je trouve intéressant chez Greenflex, c'est qu'ils ont cette approche un peu ancienne qu'ils ont réussi à moderniser pour accompagner leurs 500 employés qui sont répartis dans 20 agences, et bien, d'avoir une démarche assez structurée pour déjà, bien entendu, communiquer, ça c'est pour le moins nécessaire sur l'impact de la société et concrètement ce que ça apporte à chaque client, mais aussi d'avoir une démarche collaborative. Et ça, cette sensation d'utilité, elle naît dans aussi le fait d'être associé à une construction dès le début, et donc une vision collective de l'impact qu'on va avoir et de comment on va le mettre en œuvre concrètement. Tu parlais des OKR tout à l'heure, ce n'est pas les OKR qu'ils utilisent, mais c'est exactement un peu cette démarche collaborative de définition d'une projection commune auquel eh bien, on va chacun contribuer dans son équipe, dans son département et jusqu'au niveau individuel. Et puis l'autre point qui est vraiment intéressant chez Greenflex, c'est, alors ils avaient le BIB, le bonheur intérieur brut, hein, c'est leur façon de reformuler le baromètre social, et ils l'ont complètement modernisé. Ils ont notamment transformé ce baromètre un peu, on va dire, annuel, tout simplement, donc un peu formel, un peu sur des laps de temps très longs, avec un vrai cycle régulier, beaucoup plus régulier, d'écoute et d'amélioration. L'utilité, c'est notamment quand on a des suggestions, des irritants, qu'on les remonte en tant que collaborateur et qu'on voit le management on va dire, être engagé à sa façon et donc être responsable de l'amélioration de l'expérience collaborateur, de la performance de l'entreprise. Et c'est ce cercle vertueux d'avoir une mission impactante avec des choses concrètes vers les clients, une construction sur une vision commune qui va jusqu'à des objectifs individuels, et bien entendu, le fait d'être écouté pour pouvoir faire en sorte qu'au chemin faisant, les irritants, les cailloux dans les chaussures soient traités, notamment avec l'aide du management. Je crois qu'on a une petite question pour la suite, avec cette question sur la confiance. Alors, la météo, on l'a vu, n'était pas forcément toujours très régulière, mais là, on a une question pour avoir un peu votre sentiment sur ce que pensent vos collaborateurs sur l'avenir de votre entreprise. Est-ce qu'ils sont à un niveau de confiance très élevé? Donc, est-ce que 75% de vos collaborateurs sont confiants? Est-ce que c'est un peu plus mitigé dans la répartition? Donc, dans un monde idéal, il faudrait 100% des collaborateurs. On va dire ça, c'est un petit peu utopique, confiants quand c'est légitime, bien entendu. Et la réalité, c'est qu'il y a rarement 100% de confiance ou même de 100% de défiance, d'ailleurs. Très bien, on voit que ça vit. Merci beaucoup pour tous ceux qui participent à ce questionnement. C'est top. Voilà, bon, on a une jolie photographie. Bon, globalement, on voit que c'est quand même assez mitigé. Mais c'est aussi lié à un environnement, hein, bien entendu. Il n'y a plus de monde complètement certain. On parle même maintenant de monde anxieux sur lequel on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer. Donc, on n'est même pas dans la gestion du changement continu. On est dans l'espèce d'anxiété de ne pas comprendre les choses, essayer de naviguer malgré tout. Donc, il va falloir effectivement gérer ce niveau de confiance qui va être assez aléatoire en fonction des situations, des contextes dans les entreprises. Et on le voit dans vos réponses, que voilà, on est très rare à avoir des situations où la confiance est vraiment très majoritaire. Donc, on va dire, c'est OK, c'est lié à l'environnement d'aujourd'hui. Et donc, comment on fait maintenant? Parce qu'on sait que la confiance est clairement un élément important dans l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le baromètre de Zest, il y avait plus de confiance au moment où on l'a pris, c'était en mai, en juin. Alors, sous le ton de la boutade, tout à l'heure, on s'est dit c'était peut-être avant les élections avec Trump. Mais c'est une météo qu'il faut pouvoir de toute façon mesurer régulièrement. Et du côté de John Maker, voilà, on sait que les collaborateurs aiment préparer l'avenir. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Il y a le degré de confiance et le fait d'être acteur de cet avenir. Et justement, en termes de bonnes pratiques, comme on l'a vu chez un client qui est ABA Assurance, donc, comme son nom l'indique, dans le secteur de l'assurance, qui s'appelait avant Aviva, qui a été racheté
par un groupe. Et donc, ils ont eu un très gros chantier d'intégration dans un nouveau groupe en étant une société qui a été vendue pour intégrer des nouveaux partenaires dans un nouveau écosystème avec un nouveau positionnement, une nouvelle marque. Maintenant, ça s'appelle Abeille Assurance. Et donc, ça veut dire qu'il y a un énorme programme à gérer. Et ça, c'est la co-construction. C'est la co-construction de cette feuille de route, comme on l'évoquait, qui va être importante pour faire en sorte que ça soit pas leur projet de direction générale, vous ou des actionnaires, mais que ça soit notre projet commun. Et ça, c'est important pour pouvoir être très concret aussi dans le déploiement et pas simplement sur des intentions, on va dire, très stratégiques ou très financières. Deuxième élément de bonne pratique qu'on a vu chez Abeille Assurance, c'est de piloter et d'animer la mise en œuvre sur la durée dans toute l'organisation. Le pilotage, alors j'ai mis en gras animer plutôt que piloter, parce que ça, en général, les organisations savent très bien le faire, piloter, faire du reporting, mais animer, ça veut dire pouvoir dire, tiens, là, on a quelqu'un qui est un peu en difficulté, un peu en retard, comment on l'aide? Ou tiens, il y a un nouveau phénomène, ou il y a une nouvelle idée pour pouvoir arriver au résultat peut-être plus vite ou différemment, comment on l'intègre dans ce plan de route. Donc, c'est vraiment cette structure d'animation qui est importante, avec l'obligation d'impliquer toutes les populations, pas seulement les comités de direction. Et c'est ce qu'a fait Abeille Assurance, d'ailleurs, avec la méthode OKR que Arthur évoquait tout à l'heure. L'autre élément important, c'est que ce n'est pas simplement cette animation d'un programme, il faut que ça s'insère dans la vie, on va dire, quotidienne, dans l'expérience managériale entre le manager et le collaborateur. Et donc, il faut que ça puisse intégrer les rituels de management ou d'écoute collaborateur, comme on l'a vu précédemment. Et c'est ce qu'a fait Abeille Assurance, en rajoutant dans leur pulse, dans leur baromètre d'engagement, des questions spécifiquement, bien entendu, adressant cette partie de transformation qui était très importante. Voilà, donc ça, c'est vraiment on ne peut pas changer l'avenir complètement externe, mais on peut créer une organisation qui est mobilisée, qui est antifragile, comme on dit, parce qu'elle sait où elle va aller, elle est suffisamment flexible pour s'ajuster. Et ça, c'est vraiment des éléments clés dans votre façon d'avancer. Ça, c'était le troisième levier sur la confiance. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer la manière dont, quelque part, on gère cette incertitude et voir cette anxiété. Le quatrième levier va être sur le management. Le management, c'est 70% des leviers d'engagement des collaborateurs qui soit sont directement liés à eux et elles, soit ils transitent, on va dire ça comme ça, puis ils en sont les relais. Donc c'est vraiment clé de pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai le management à la hauteur de mes enjeux, de ma performance aujourd'hui et du monde dans lequel mon entreprise et mon organisation vit? Et donc ça, c'est un élément vraiment identifié par différents indicateurs intéressants. Par exemple, dans l'étude de John Maker, eh bien, on voit que l'aspect délégatif, pas le management, contrôle, micromanagement, voilà, ça c'est très clairement, et pas seulement sur les nouvelles générations, même sur les X comme moi qui ont travaillé dans des organisations où c'était la norme, eh bien, on a depuis longtemps une aspiration à être beaucoup plus sur du délégatif et du participatif. Et d'ailleurs, ça se matérialise très concrètement, comme on le voit sur le baromètre, où 50% des collaborateurs sont satisfaits de l'organisation de leur manager, c'est-à-dire comment ils gèrent leurs relations avec leurs collaborateurs. Donc 50%, c'est beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a 50% qui sont insatisfaits. Donc, c'est un formidable potentiel de progrès qu'il faut faire dans son organisation. C'est ce qu'a fait Courir, donc dans le retail cette fois, qui a repensé véritablement l'ensemble de ses rituels RH et managériaux pour, on va dire, maîtriser mieux, répondre mieux aux attentes de l'expérience collaborateur par rapport aux enjeux business qu'ils avaient. Et ça a passé par, en particulier, le fait d'instrumentaliser, on va dire ça comme ça, d'opérationnaliser une posture managériale de coach. Alors, on n'est pas sur du coaching par des psychologues du travail, on est dans une posture de coaching par des managers opérationnels, souvent de proximité. Eh bien, c'est vraiment ce coach qui va aider à être en mode succès par rapport à sa performance, un petit peu aussi par rapport à sa carrière. Et c'est déjà un formidable champ pour le management, pour aller au-delà de la posture de chef et quelque part créer une relation solide, et durable et impactante. Et puis, il y a un élément clé que je trouve passionnant chez Courir, c'est d'avoir traité tout particulièrement un processus
qui souvent est un petit peu, on va dire, réservé pour une partie de la population ou à certains niveaux de l'organisation, c'est la revue des talents. Eh bien, ils ont vraiment déployé, eux, la revue des talents à l'ensemble de l'entreprise. Donc, chaque magasin, chaque région fait des revues des talents de l'ensemble des collaborateurs qui sont dans les magasins avec les équipiers. Et pourquoi ils le font? Pourquoi pour eux c'est si important? Eh bien, c'est parce que c'est un moment collaboratif entre le management et la RH. Ce n'est pas un processus où on remonte de l'information, on va dire, comme on fait pour les entretiens annuels, mais c'est un moment de discussion, où on va prendre des décisions stratégiques sur la promotion, sur la carrière. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant. Vous ne pourrez pas adopter de nouveaux styles de management si quelque part le partenariat RH et management n'évolue pas dans l'organisation. On a une petite question pour vous, pour animer un petit peu et faire une micro-pause. Eh bien, c'est justement sur comment, par rapport à cet élément de carrière, est-ce que vos collaborateurs se projettent, voilà, sur le long terme? Est-ce qu'ils ont, et notamment ce qui matérialise souvent cette projection, un plan de carrière sur le long terme? Donc, effectivement, ça, c'est des informations qu'on a eues dans le… c'est bon ou pas? Vous m'entendez? Oui, bon, là, on est à 30% à 80. Voilà, Est-ce le que vous très bas m'entendez ou limite, pas? c'est 30% qui auraient un plan de carrière. À 85%. Arthur? Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, très bien. OK, c'est bon, pardon, j'avais un… Bref. Donc, ouais, effectivement, ça, c'est une enquête qu'on a identifiée. Alors déjà, vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant, moi, j'ai eu plusieurs échos parce que c'était le fruit du baromètre qu'on avait édité avec John Maker. Alors, David, je te demanderais de passer les slides parce que j'ai pas Bien sûr, j'ai aucun pas… problème. Je parle à l'aveugle, là, grosso modo, mais je vais me débrouiller. Et du coup, ouais, donc c'était une enquête du baromètre du premier qu'on a sorti au premier trimestre de cette année. Et j'ai eu plusieurs échos de réponses et ça m'a assez interpellé. Il y en a qui m'ont dit, mais attends, c'est énorme, et d'autres qui m'ont dit, mais attends, c'est pas beaucoup. Donc, alors là, ça m'a un peu déstabilisé. Je pense que ça dépend vraiment des organisations dans lesquelles on est. En tout cas, ça fait écho à ce que tu disais juste avant, David, justement, sur le fait que, effectivement, donc le constat, c'est finalement qu'il y a quand même une attente importante sur l'accompagnement de carrière des collaborateurs, qui sont souvent les conséquences, justement, de ce qu'on met en place lors des entretiens annuels pour savoir comment accompagner les collaborateurs pour la suite. Et c'est vrai qu'il y a un besoin profond des collaborateurs, en tout cas d'une partie d'entre eux, d'être accompagnés vers la prochaine étape parce qu'on est dans un monde, finalement, les compétences de demain, ben, on ne sait pas lesquelles ce sera. On sait les compétences dont on a besoin pour dire c'est le job d'aujourd'hui, mais quelles seront les compétences dont on aura demain, dans 5 ans, dans 10 ans, pour pouvoir rester compétitif sur le marché, c'est une vraie question. Et derrière cette question, il y a des enjeux évidemment de compétitivité, d'employabilité et par voie de conséquence aussi de fidélisation des collaborateurs, pas que des talents, on a besoin de tout le monde pour faire fonctionner l'entreprise. C'est l'objectif de JobMaker, c'est de démocratiser ces démarches-là. On a tendance à centrer beaucoup d'efforts sur les talents et c'est important et ça me paraît essentiel, mais il ne faut pas oublier qu'on a vu pendant le Covid, on a besoin de tout le monde pour faire tourner la boutique. Et donc, l'idée, et ça a été la façon dont on s'est saisi vraiment Enedis sur le sujet, c'est qu'eux, ils ont profité des étapes de mobilité interne pour pouvoir vraiment renforcer ces dispositifs-là. Et la façon dont ils ont mis en place JobMaker, c'est assez intéressant. C'est que pour eux, un collaborateur qui fait un vœu de mobilité doit préparer son entretien. Pourquoi ils ont mis ça en place? Parce qu'il y en avait beaucoup qui, en fait, faisaient des vœux de mobilité et qui échouaient lors de leurs entretiens mobilité. Ils avaient le CV parfait, les compétences parfaites, tout était nickel. Sauf que quand ils arrivent en entretien, ils ne savaient pas se présenter, ils ne savaient pas comment présenter leur projet professionnel. Finalement, ils n'avaient pas une posture d'offreur de compétences, mais plutôt une posture de demandeur d'emploi. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par j'ai un entretien mobilité, puis je demande à mon RH qu'est-ce que tu as à me proposer? Ça fait 5 ans que j'occupe le même poste. Vous êtes tous confrontés à ces situations-là. Mais en fait, la philosophie de JobMaker, c'est d'inverser le game et de dire aux collaborateurs en fait, c'est à toi d'être offreur de compétences lors de ces entretiens. Et donc, Enedis a pour ça mis en place JobMaker pour forcer. Alors, on n'est pas obligé, tous nos clients n'utilisent pas JobMaker de cette façon, mais en tout cas, chez eux, ça marche très bien. D'ailleurs, c'est un de nos clients qui a meilleur retour utilisateur, donc ça peut faire réfléchir aussi sur parfois, quand on n'ose pas forcer les collaborateurs à faire des choses, si on est convaincu par ce qu'on leur propose, généralement, et qu'on est au rendez-vous des attentes, la finalité fait que les collaborateurs sont satisfaits, les RH aussi.
Et donc, les collaborateurs sont obligés, pour pouvoir prétendre à un entretien de mobilité interne, de faire les ateliers de Job Maker pour justement pouvoir ensuite débriefer avec le RH. Et le RH prend le relais derrière sur le dernier kilomètre, grosso modo, pour accompagner le collaborateur dans l'élaboration de son projet professionnel en interne chez Enedis, mais aussi, entre guillemets, en externe au sein du groupe EDF, puisque c'est une filiale d'EDF. Et donc, Enedis aujourd'hui fait 600 accompagnements par an et ils ont quelque part responsabilisé les collaborateurs par rapport à cet enjeu. Non, vous n'êtes pas en demandeur d'emploi, vous venez en offreur de compétences. Et pour ça, on vous met en place un dispositif vous permettant de préparer le marketing de soi, votre pitch 3 minutes, d'identifier les métiers de demain, etc. Donc ça, c'était le levier numéro 5. Et pas oublier que dans les collaborateurs aussi, il y en a une partie qui sont des bons soldats et qui aussi ont plutôt vocation à vouloir faire le même job toute leur vie. Charge à vous d'être préventif par rapport à ça. Est-ce que leur job, effectivement, va continuer à exister ou est-ce qu'il sera remplacé par une IA, par exemple? Levier numéro 6, du coup, David, s'il te plaît, je n'ai pas la main. Je ne sais pas si la salle est passée, du coup. On va dire que oui, je t'entends plus. Oui, pardon, j'étais en mute, mais c'est passé, hein, on est sur assurer le D'accord. développement de nouvelles compétences. Tu peux y aller. Donc, dans le prolongement de ça, en fait, l'idée ici, ça va être justement de développer, d'assurer le développement de nouvelles compétences. Je l'ai un peu dit dans la slide précédente. En fait, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on a observé dans le baromètre JobMaker, c'est qu'il y a 45% des collaborateurs qui veulent un job qui va leur permettre de développer de nouvelles compétences. Parce que justement, on rentre dans un monde où les compétences d'aujourd'hui seront probablement obsolètes dans 5 ans, 10 ans. Donc, c'est potentiellement oxygène, mais c'est aussi une opportunité. C'est comme l'IA. Hein. Est-ce qu'on décide de mettre le mouchoir dessus ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on s'empare du sujet et il est encore temps justement de pouvoir monter en compétences, c'est des solutions accessibles pour tout le monde. Et en soi, notre question de fond, c'est de se dire comment est-ce que moi, à mon niveau, je peux rester en phase avec les enjeux de mon marché de demain. Et d'ailleurs, ça fait aussi en lien avec, c'est parfaitement corrélé avec ce qui a été énoncé dans le baromètre, puisqu'on voit bien que c'est un des facteurs importants de fidélisation. Et donc, pour ça, JobMaker a développé un service interne qui s'appelle Orange Avenir, où ils ont à peu près 150 RH qui sont vraiment dédiés à la fois donc à l'accompagnement des collaborateurs dans leur trajectoire de carrière. Donc, c'est, on va dire, une sorte de cabinet RH interne avec des coachs qui vont justement leur permettre de pouvoir à la fois préparer leur prochaine étape professionnelle, préparer leur CV, les orienter vers des formations pour justement les faire monter en compétences et avec des échanges assez réguliers. Ce que permet JobMaker, en fait, c'est que nous, quand ils nous ont contactés, très concrètement, ils nous ont dit, voilà, il y a des enjeux de transformation très importants chez Orange. On a besoin de fidéliser les collaborateurs. On a aussi besoin que certains collaborateurs, s'il n'y a pas d'opportunité pour eux, aient préparé leur off-boarding, entre guillemets. Et donc, sauf que par rapport au nombre de RH qu'on est, par rapport aux enjeux de l'organisation, si on passe 10 heures de temps par collaborateur, ça va être trop compliqué. On ne va pas pouvoir assurer l'accompagnement de manière qualitative de chacun des collaborateurs. Et donc, le pilote qu'ils ont fait avec JobMaker leur a permis d'identifier que ça fait gagner entre 4 et 6 heures de temps par accompagnement par collaborateur. Et donc, finalement, ça a été l'opportunité pour eux de pouvoir justement démocratiser l'accès à ce type de dispositif, de pouvoir justement, il y avait un embouteillage important et donc de pouvoir répondre de manière plus proactive aux attentes des collaborateurs et aussi, en même temps, d'un point de vue philosophique, de les responsabiliser. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les collaborateurs avaient tendance un peu à venir justement en tant que consommateurs des dispositifs d'accompagnement sans être véritablement acteurs. Et donc là, ça a été aussi une façon de les responsabiliser en leur disant, voilà, nous, on te met en place des outils, ta carrière, elle t'appartient au fond. Je veux dire, avant ou après toi, Orange continuera à exister. Donc maintenant, c'est toi que ça concerne, ta carrière, et pour ça, on peut en place des outils pour que tu puisses la prendre en main et continuer à te développer. Top. Alors, juste peut-être excuse-moi, je rebondis sur un point par rapport au développement de nouvelles compétences et je fais écho un peu à la responsabilisation, l'autonomie qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est il y a deux moments clés en fait pour compléter ce que tu as proposé. C'est l'évaluation des compétences.
Donc, c'est comment se fait le diagnostic des compétences qui sont nécessaires pour le poste aujourd'hui, mais aussi, bien entendu, pour le futur. Et donc, ça, c'est des processus collaboratifs où le manager et le collaborateur ont un rôle. Et puis, le deuxième élément clé, c'est les plans d'action de développement des compétences. C'est-à-dire que ça ne peut pas passer que par des plans de formation. Il faut que les collaborateurs et les managers, quelque part, trouvent des solutions locales pour peut-être faire un vie-ma-vie avec une organisation et un département sur lequel le collaborateur se projette, par exemple. C'est faire des petits projets internes dans l'équipe, par exemple, pour mettre en situation. Donc, il y a énormément de leviers sur lesquels on peut concrètement agir sur les compétences sans attendre quelque chose qui vient du haut, entre guillemets, et qui parfois peut prendre un peu de temps et ne pas répondre, on va dire, aux besoins très opérationnels sur l'acquisition de nouvelles compétences. Et tu parlais de l'IA, est un excellent exemple. C'est-à-dire que rien n'empêche la majorité, la très grande majorité des équipes et des managers à dire faisons une expérimentation, ça t'intéresse, ou etc. Soit un pilote ou un expérimentateur de ça. On va passer au septième. Et d'ailleurs, tu parles de l'IA et ça tombe bien parce que j'en parle dans le levier numéro 7. Parfait. Et après, effectivement, parce que le temps passe aussi. On essaie de se garder un petit peu de temps pour les questions. Donc dans le prolongement de ce que je viens de dire et de ce que tu viens de dire, David, puisque évidemment, en fait, les perspectives d'évolution, c'est l'opportunité. Alors, c'est pas toujours ça, on dit, c'est rabâché en long, en large et en travers. Je pense qu'on a bien intégré que la perspective d'évolution, c'est pas forcément de devenir manager. C'est peut être le cas pour certaines personnes, mais c'est pas le cas pour tous, même si j'ai le sentiment d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais comme je suis très connecté à l'écosystème RH, je me permets de vous le dire quand même parce que c'est vrai que c'est pas toujours de manière verticale qu'il faut voir les choses, ça peut être une évolution horizontale aussi. En tout cas, ce que veulent les collaborateurs aujourd'hui, et c'est ce qu'on observe, c'est donc, quasiment la moitié finalement, à la fois des responsabilités, mais aussi un éventail de compétences plus étendu également. En tout cas, pouvoir s'exprimer dans davantage de compétences. Et donc ça, c'est vraiment aussi la perspective qu'il faut avoir aujourd'hui donc c'est comment faire en sorte justement de pouvoir les accompagner dans ces étapes-là. Donc ça passe évidemment par des entretiens tout au long de l'année, et ça on l'a déjà dit antérieurement, mais aussi ouvrir les horizons. Et c'est vrai que en fait, l'IA, c'est ce qu'on a mis en place avec JamMaker, on vient d'intégrer l'IA dans le produit. Et ce qu'on observe, c'est que ça permet vraiment d'ouvrir les chakras. Les algorithmes traditionnels ont tendance parfois à reproduire des schémas déjà existants. C'est-à-dire qu'on analyse des trajectoires de carrière antérieures pour projeter le collaborateur sur un futur potentiel. La limite de ça, c'est que finalement, on reproduit des schémas qui sont déjà existants. Donc parfois, on se dit, en fait, et so what, quoi, pourquoi est-ce qu'on a mis tout ça en place? L'intérêt de l'IA dans JamMaker, c'est comment on va questionner le collaborateur sur son projet de carrière indépendamment, en plus de ses compétences, en plus de ses métiers. Ça va ouvrir des horizons et ça va leur permettre aussi d'avoir accès à de l'information de manière plus exhaustive. Je prends un exemple très concret. Vous prenez une bourse à l'emploi d'une grosse boîte, d'une grosse entreprise. Vous pouvez avoir, par exemple, 15, 20 offres différentes avec écrit chef de projet femme-homme. Mais derrière chaque chef de projet, vous avez des métiers différents, des missions différentes. Et finalement, à la fin, on ne sait plus quelle mission me correspond vraiment, quelle mission correspond à ce que j'ai envie de faire demain. Et donc, l'IA a cette capacité à analyser ces informations pour apporter de la visibilité et de l'exhaustivité, et autant côté RH que côté collaborateur, puisque quand il y a beaucoup d'informations, à la fin, on ne sait plus vers où se diriger et ça noie l'information qui nous concerne. Donc, l'IA a cette capacité à personnaliser l'information, justement, et peut-être aussi ouvrir des perspectives qu'on n'aurait pas forcément envisagées, parce que justement, on est encore quand même dans des trajectoires assez linéaires, même si on tend à davantage de zigzags, on va dire. Moi, Et donc, c'est des outils, évidemment, donc, pour dire sur Arkea. Donc, c'est pareil, toujours dans la même logique. Arkea, c'est une entreprise qui se transforme énormément et qui a vraiment pour ambition de pouvoir justement responsabiliser les collaborateurs dans leur trajectoire de carrière, leur permettre aussi de découvrir par eux-mêmes leurs perspectives d'évolution, de les partager avec leur RH et leur manager, et derrière aussi de pouvoir travailler le marketing de soi. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de se projeter, mais derrière, quand il y a un entretien, parfois, ils ne savent pas comment se présenter. Et donc, c'est derrière, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les collaborateurs aient un discours cohérent, impactant, et aussi dans des logiques aujourd'hui où on veut quand même fidéliser les talents, comment potentialiser les chances qu'ils puissent justement réussir leurs entretiens de mobilité. C'est un enjeu important
pour fidéliser les collaborateurs et leur permettre d'évoluer. Oui, tu as raison, hein, de mettre en avant ces moments un peu clés où il y a quelque part un peu allez, en 3/4 d'heure, 1 heure, les choses se jouent un petit peu, ou en tout cas, ça peut prendre Oui. une bifurcation qui est pas forcément optimale. Et l'IA peut aider. L'IA ne doit pas remplacer clairement, hein, pour faire quelque chose «d'artificiel» entre guillemets, sur ce que va dire un Non, mais collaborateur ou ce que va penser la d'ailleurs, RH. l'IA sans humain, ça reste artificiel, hein. Si on enlève, Mmh. Et ça, mais vas-y. une notion que je voulais dire aussi, qui englobe tout ce que j'ai dit antérieurement, c'est vraiment aussi, et s'il vous plaît, défusionner l'entretien annuel de l'entretien carrière ou professionnel. Arrêtez de les rassembler dans le même entretien, parce que finalement, on parle que de l'entretien annuel, on oublie le côté professionnel. Mmh. Et ça, clairement, c'est vraiment une mauvaise pratique RH, je l'assume, je le dis. Donc organisez-vous, mais faites une sorte de décloisonner les deux. C'est vraiment Mmh. important. Et ça, et tu as Je te raison. Et laisse ton dernier levier, David, du coup, mais et puis même on pourra légalement, même après par du coup. rapport à la contrainte légale des entretiens professionnels, il y a une petite zone où l'interprétation dit qu'il faut que ça soit un entretien séparé. Donc, tu vois, tu as un argument de poids par rapport à ça, et c'est ce qu'on fait avec nos clients le plus souvent. C'est-à-dire qu'on crée, comme c'est très facile à déployer, on fait d'autres rituels. Et c'est souvent associé au point mi-année. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'entreprises dire, attendez, finalement, le point mi-année, c'est quand même un point aussi orienté sur la carrière davantage que l'entretien annuel, où on fait surtout la fixation et l'évaluation des objectifs. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une façon de rythmer votre expérience et vos processus managériaux qui va faire la différence. Pour finir sur le dernier levier, et puis échanger avec vos questions et réponses, c'est l'ambiance de travail. C'est-à-dire que, comme on le disait au tout début, ça ferme un peu la boucle. Une des sources de motivation pour aller au travail, c'est d'aller et d'échanger avec ses collègues, pas forcément dans son équipe, mais aussi avec son équipe, bien entendu, et pourquoi pas son manager. La réalité, c'est que c'est toujours très fluctuant. Il y a une pression quand même sur un business qui est aussi incertain, comme on l'évoquait. Et le télétravail, et les structures en management hybride, hein, eh bien, sont de plus en plus difficiles, puisque le lien social est un peu distendu. Resoneo, qui est une entreprise d'une centaine de personnes, eh bien, est en mode hybride. Donc, elle n'a pas obligé tout le monde à revenir à 100%, ce qui est en général assez impactant sur l'engagement pour information. C'est-à-dire qu'un mode hybride un peu où on change le curseur, ça peut être une bonne façon de garder le meilleur des deux, on va dire ça comme ça. Mais être du 0 à 100%, c'est en général à la fois très brutal et très démotivant, et il y a des collaborateurs qui n'hésitent pas à partir si leur employabilité leur permet. Donc, eux, ils ont une approche hybride, et il faut mesurer. Hein. C'est toujours cette idée en transverse, hein, que vous avez vu en termes de bonnes pratiques, c'est qu'on ne va maîtriser, améliorer que ce qu'on mesure, surtout que ça peut évoluer dans le temps. Et donc, cette mesure, ils l'ont complètement intégrée avec une question sur l'ambiance de travail et sur l'équilibre vie perso, vie pro, qui va permettre de donner cette météo pour voir si éventuellement il y a une conjoncture d'activité sur une équipe particulièrement qui va peut-être impacter, ou peut-être il y a je sais pas, un management toxique ou une situation sur la charge de travail, quelque chose qui peut être traité de manière très spécifique et pas un sujet de l'organisation. L'autre élément qui fluidifie et qui crée un peu du lien, même à distance, c'est ce qu'on voit sur la reconnaissance entre pairs. Bien entendu, il y a la reconnaissance managériale qui est très importante dans nos sociétés, voilà, bien entendu, mais c'est important qu'il y ait cette reconnaissance, ce remerciement, cette félicitation qui vient d'un collègue, qui vient d'un chef de projet, qui vient d'un client interne. Et ça, il faut la fluidifier, et c'est ce qui est fait avec chez Resoneo, le MyZest, qui est un peu une monnaie de remerciement entre collègues, qui ne sert pas à l'évaluation annuelle, hein, je vous rassure. Et puis l'autre élément, c'est que l'ambiance, c'est aussi être fier de là où on est, de savoir le sentiment d'appartenir à une ambiance qui est une entreprise sur laquelle il y a une ambiance qui est favorable. Alors, c'est bien entendu la valorisation dans la marque employeur des espaces de travail, etc. Mais c'est aussi les bonnes performances, et c'est ce qu'a fait Resoneo avec, je crois, une note supérieure à 8 sur 10 sur justement la vie perso, vie pro, dans une activité assez prenante qui est le marketing digital. Donc, vous avez ces éléments très concrets, on l'a vu, ils étaient très variés pour pouvoir traiter ces nombreux leviers de l'engagement. Comme vous l'avez vu, il n'y en a pas qu'un seul qui va compter.
Il y en a qui sont plus sur la fidélisation, il y en a qui sont plus sur l'engagement, éviter le départ, par exemple. Les leviers peuvent varier, c'est ce qu'on a vu dans le baromètre. Et on a vu que chaque secteur, chaque entreprise, eh bien, avec l'aide de sociétés comme Jobmaker et Zest, qui innovent, qui apportent des solutions concrètes, eh bien, apportent effectivement des réponses parce que on l'a vu tout à l'heure, c'est un enjeu clé. On vous propose de passer un peu en revue vos questions, enfin certaines de vos questions. Moi, j'ai essayé de répondre un petit peu à certaines au fil de l'eau. On va les regarder maintenant si vous voulez. Que j'ai N'hésitez proposé pas à en sur rajouter. Ouais. Alors, donc, on une question a. d'Aurélien. Oui, Quelle vas-y. est la fréquence optimale pour mener des enquêtes d'engagement? Oui, alors j'ai Je te laisse répondre. C'est pour ça, par contre. j'ai effectivement répondu en disant que la reco qui est, à mon avis, la plus représentative de l'état de l'art, c'est un baromètre diagnostique un peu global à 360 de votre organisation par rapport à la question de l'engagement. Faites-le une fois par an. La réalité, c'est que faire un diagnostic approfondi, faire un plan d'action associé, ça prend du temps et toutes vos organisations ont beaucoup de choses à faire. Par contre, complétez-le par des pulses, 5, 10 questions maximum qui vont vous donner la météo et poser des questions d'actualité qui vont être aussi engageantes. Donc voilà, c'est ça un peu la colonne vertébrale. Question d'Isabelle. Externalisation de l'accompagnement du développement des Pardon, compétences, des nouvelles compétences. excuse-moi, j'ai affiché une autre question. Désolé, Arthur. Ouais, vas-y, Arthur. Non, il ne s'agit pas d'externaliser, au contraire. Enfin, en tout cas, dans la vision de Jamaica, il s'agit plutôt, enfin, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de religion sur le sujet. En tout cas, la vision de Jamaica, c'est plutôt de l'internaliser et de permettre justement de collaborer avec ses collaborateurs par rapport à ça. Et pour ça, ça veut dire que, par exemple, dans Jamaica, il y a un outil, un atelier, Mon Marché, qui permet de faire de la veille pour aller identifier justement les compétences de demain, les métiers de demain. Et alors, évidemment, ça peut venir de l'organisation, mais pourquoi pas aussi du collaborateur et surtout des deux, en fait. Encore une fois, notre employabilité, elle nous concerne. Donc, c'est pas parce que si on attend que l'organisation nous dise quoi faire demain et quels sont les métiers de demain, on risque de perdre un peu de temps, alors qu'on pourrait aussi, nous-mêmes, de manière proactive, s'intéresser à notre environnement. Donc, évidemment, ça demande une structure, mais en tout cas, le collaborateur, certains, en tout cas, ont cette autonomie-là, et autant s'appuyer sur eux, et puis ça vous fera gagner du temps aussi, et ça apportera, évidemment, ça enrichira l'organisation en tant que telle. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Arthur, sur l'IA. C'est-à-dire que l'IA est une aide, l'externalisation est une aide, mais ça ne peut Oui. pas remplacer. C'est-à-dire que Non. ça ne peut pas remplacer ce que doit faire le collaborateur par rapport à ce qui est important, son employabilité, au-delà du contrat de travail qu'il a, puisque ça va l'accompagner sur toute sa carrière. Et on sait que la fidélité n'est pas de 20 ans en moyenne dans une entreprise. Donc, c'est sa responsabilité, la première. Et la deuxième, c'est le job du manager. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Michel Serres sur l'autorité, le philosophe qui disait le management, c'est simple, c'est faire grandir l'autre, donc son collaborateur. Donc, et ça donne des lettres de noblesse du management. Alors, on a une question sur la communication des résultats, des diagnostics par rapport aux collaborateurs managers. Ça dépend des cultures de l'entreprise. La culture la plus traditionnelle, c'est de maîtriser les choses, de un peu packager la communication et de la diffuser. En général, si on fait ça, c'est à peu près entre 3 et 6 mois avant que les premières actions se mettent vraiment en place dans l'ensemble de l'entreprise. Maintenant, on est plus sur des cycles plus courts, sur lesquels les managers accèdent directement aux résultats de leur périmètre et ont des aides à l'organisation du plan d'action. Et on peut même, dans certaines organisations, diffuser les résultats instantanément à l'ensemble des collaborateurs de manière très rapide. Donc, ce qui est important, c'est de doser, en fait, sur cette transparence, parce que on vous a donné du feedback, il faut donner des retours. Donc voilà les retours, le diagnostic, et puis derrière le plan d'action. Et souvent, on est un peu paralysé dans les entreprises. J'ai pas encore fait les plans d'action, etc. Ou j'ai des résultats qui sont pas positifs. Les résultats sont pas positifs aujourd'hui, mais demain, avec vos actions, vous allez les améliorer. C'est ça qui est important dans votre entreprise. Alors, Question de Christelle aussi, que ouais, j'aime bien. fiche, ouais. Christelle, je vous aime bien, mais la question, Christelle, je ne vous connais pas, mais sans doute que je vous apprécierais. Si j'ai bien compris, les prédictions d'IA reproduisent trop les schémas de carrière précédents du collaborateur. Alors, je suis peut-être mal exprimé sur les questions. En fait, ce qui compte dans l'IA, ce n'est pas l'IA en tant que tel, enfin, même si le moteur est évidemment important, mais c'est la source. Quelle est la donnée qui va nourrir l'IA? Et effectivement, les schémas classiques, en tout cas avant l'émergence des solutions type donc ChatGPT pour le plus connu, mais on a aussi Mistral en France qui est très performant et je vous invite à vous intéresser à cette techno.
Ça, c'est ce qu'on a fait avec JobMaker, on est très content. Mais c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est sur une IA un peu standard où finalement on va analyser de la donnée antérieure, donc des trajectoires de carrière classiques dans une boîte, pour, par ce prisme-là, proposer au collaborateur à l'instant T le champ des possibles qui le concerne par rapport à sa propre trajectoire de carrière, ses propres compétences. Mais quand on est centré que là-dessus, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va calquer une trajectoire qui n'est que l'amalgame de leur père, si vous voulez. Ce que nous, on va rapporter avec JobMaker dans cette donnée, c'est en plus de simplement les compétences, c'est comment est-ce que le collaborateur se projette dans sa trajectoire de carrière, puisqu'on va le faire travailler sur son projet professionnel. Et donc là, on va venir nourrir notre IA par justement des éléments projectifs voilà, en termes de projet de carrière, comment est-ce qu'il se voit sur son prochain poste. Et c'est cette singularité qui permet justement de pouvoir aussi s'affranchir de schémas préexistants, parce que ce n'est pas parce qu'on a eu un parcours X que forcément tous nos collègues qui ont eu un parcours similaire, leur trajectoire, ce qu'ils vont faire ensuite, nous correspond aussi. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à singulariser l'approche et à la centrer sur l'individu, au-delà même de ce qu'on a pu observer dans l'organisation. On pourrait faire tout un webinaire sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez été Ouais, clair dans ma réponse. mais c'est vrai qu'il y a eu notamment des choses assez connues sur le recrutement, hein, avec la reproduction de modèles discriminants au final, hein, puisque la donnée était Voilà, discriminante. exactement. Hein. Voilà, si vous avez que je sais pas, des commerciaux dans un secteur d'activité qui sont masculins, en très grande majorité, l'IA va peut-être penser que les hommes, c'est mieux pour ce job. En tout Par cas, exemple. c'était la première génération. Et là, maintenant, voilà, il y a des inférences un peu plus Ouais, c'est plus fouillé. sophistiquées qui permettent Et de d'ailleurs, pondérer ça. Voilà. moi, ce que je vois, ce qu'on a fait en un an avec JobMaker et l'IA, moi, avant, je bossais aussi dans l'IA, mais sur d'autres sujets. Ce qu'on a fait en un an, je veux dire, on a dû mettre 5 ans à faire la même chose avant, quoi. Et donc, je ne sais pas ce que ce sera dans un an, mais en tout cas, il y a une puissance, une accélération sur le sujet qui est quand même assez phénoménale. En tout cas, mon grand-père, qui est ingénieur chez EDF, dont il savait le jour où il a signé à quel poste il finirait 30 ans plus tard, il n'y a pas besoin d'une IA pour lui dire quoi faire à l'époque, puisque c'était Ouais, déjà dans préécrit. la convention collective. Aujourd'hui, on est sur des trajectoires de moins en moins linéaires, donc l'IA va apporter de l'exhaustivité et de l'information au collaborateur pour savoir ce qui lui correspond et pas ce qu'on a prévu pour lui. Et alors, on a dépassé le temps et merci encore pour tous ceux, et vous Ouais. êtes nombreux à être restés. Je vous propose de prendre deux dernières questions. Eh bien, on va prendre. Tiens, il y a une question un petit peu complète, si tu veux. Je te la laisse, celle-ci. Alors, je te remercie. Une question de Marine. Lorsqu'un collaborateur exprime la volonté de passer une formation, une certification, doit-il proposer la formation en question à suivre et financer, ou bien la société doit-elle imposer une formation qu'il va suivre en passant par l'Expo? Alors ça, j'avoue que ça va. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien la démarche déjà, que ce soit lui qui propose la formation qui répond à ses enjeux de carrière et la façon dont il se projette vers sa prochaine étape. Donc ça, déjà je pense que c'est une première étape sur laquelle, effectivement, dans cette posture d'offreur de compétences dont je parlais tout à l'heure, ça peut être de compétences à l'instant T ou de compétences à développer. On est sur les deux possibilités. En tout cas, donc cette démarche-là me convient bien. Maintenant, le mode de financement, alors je ne suis pas un spécialiste d'information, normalement, vous devriez avoir, vous, des budgets prévus pour ça. C'est sûr que si vous êtes dans l'IT et qu'il veut devenir ostréiculteur, il va plutôt falloir qu'il passe par son CPF, a priori. Mais en tout cas, si effectivement, c'est bien des formations, des compétences à développer qui viennent nourrir votre propre montée en compétences de manière générale de votre organisation, ça me paraît normal que ce soit au bénéfice de l'organisation. Et donc, c'est à ce moment-là, à l'organisation de la financer par son budget qui est prévu pour ça de toute façon. Mais alors, c'est une question un peu piège pour toi, Arthur, désolé. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu une discussion assez intéressante avec certains collaborateurs sur l'utilisation du CPF, en fait. Et c'est vrai que ça pose la question, Ouais. à quoi sert ce crédit? Est-ce que ça Oui, sert oui. vraiment pour des choses qui n'ont rien à voir avec son job? Ou est-ce que ça peut servir à son job? Est-ce que c'est en gros un budget de C'est ça le formation de problème. l'entreprise? Et c'est là où il faut parler de carrière, de perspective. C'est-à-dire que si c'est effectivement une formation qui est vraiment que pour l'entreprise, le CPF sera, on va dire, peut-être plus difficilement utilisé pour le collaborateur selon ses Bah, attentes. oui.
Mais si c'est en perspective d'une évolution en interne notamment, eh bien là, ça a tout son sens. Alors pour finir, Ouais, bon, vas-y. non, mais vraiment pour finir, je pense que la dernière question, c'est et qui est une bonne synthèse et un espèce de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est avec ces leviers, on va dire, d'engagement, c'est comment, quelque part, on équipe l'organisation, comment on assiste l'organisation à trouver ses propres solutions et à accompagner en particulier la population managériale qui est un vecteur clé dans la mise en œuvre. Donc, oui, il y a beaucoup de retours d'expérience, il y a des bibliothèques de bonnes pratiques, il y a l'IA qui peut aider et qui aide déjà pour avancer. Ça, c'est la réponse, on va dire, technologique et qui est basée sur le retour d'expérience et l'intelligence artificielle. Et ça, il faut que vous puissiez en bénéficier. C'est notre rôle aussi à nos deux activités. Et en plus, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait une mayonnaise qui prenne en interne. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, des entreprises aller trop vite ces dernières années sur des plans d'action qui étaient générés en appuyant sur un bouton pour l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble de ses équipes, l'ensemble de ses managers. La réalité, c'est qu'il faut ne pas aller trop loin et garder la nécessité, l'impérieuse nécessité, j'ai envie de dire, de l'échange entre humains pour qu'il y ait une espèce de co-construction, de co-design, pour acheter les choses, pour les co-construire, plutôt que de les consommer. Et ça, c'est vraiment un élément clé qui parfois pourrait être oublié, un espèce de mirage de la techno à 100%. C'est bien d'être coaché, par exemple, par un humain. C'est bien d'avoir une discussion avec son manager ou en équipe sur un diagnostic pour trouver les solutions et les co-construire. Elles ne seront peut-être pas parfaites, mais au moins, elles auront participé à la construction d'une collaboration, d'une relation qui sera de plus en plus efficace. Et pour compléter ce que tu dis, en tout cas, enfin, j'imagine que vous faites pareil chez Zest, mais chez JobMaker, nous, JobMaker, ce n'est qu'un outil. Modestement, ce n'est qu'un outil. Notre job, en fait, c'est de vous accompagner selon votre singularité, votre organisation. On ne fera pas la même chose chez Enedis, chez Orange, chez Arca, dans l'accompagnement et vous accompagner dans le design RH. Comment est-ce que cet outil va pouvoir s'inscrire durablement et efficacement dans un design RH X ou Y? Et c'est ça notre job. Évidemment, ça, c'est la partie conseil aussi, quelque part, qui fait partie de l'offre. Parce que d'une boîte à l'autre, en fait, vous avez autant de cas d'usage que d'entreprises clientes, quelque part. Et nous, on se centre sur votre singularité. On a cette agilité et il faut en profiter. De manière générale, ce qu'on dit dans le schéma RH, enfin dans le schéma classique, le RH apporte le cadre avec les bons outils. Le manager veille à la montée en compétence de ses collaborateurs au déploiement des outils. Et le collaborateur, premier acteur de tout ça, s'en saisit. C'est lui le premier acteur de sa carrière. C'est lui qu'on va interroger lors des sondages. S'il répond pas aux questions, quelque part, il ne peut pas se plaindre. Si on lui a mis à disposition des solutions de montée en compétences et qu'il ne s'en saisit pas, c'est sa responsabilité aussi. Voilà. Il faut chacun aussi prenne conscience qu'on a tous un rôle à jouer et qu'il ne faut pas attendre que ça vienne de manière descendante. Et c'est là, sinon, on est déçus au final. Exactement. C'est là où c'est pas facile, on le sait, de passer dans ce côté acteur versus consommateur. Voilà, c'est cette relation, on va dire, adulte, quelque part, qu'il faut inscrire au sein de l'organisation, ça parlera au psychologue que tu es, entre le collaborateur, son manager et même l'entreprise, globalement. Et c'est pas facile parce que voilà, on peut être parfois dans des postures avec des attentes qui sont effectivement celles d'une consommation rapide et sans trop d'efforts, de réponses prêtes à l'emploi et immédiates même, pourquoi pas. Et donc sans effort en plus. ce qui on sait n'est pas facile, n'est un petit peu utopique dans la réalité. Alors je ne sais pas si on peut changer le slide parce que moi je n'y arrive pas pour qu'on soit en mode conclusion. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à nous solliciter, comme l'a très bien dit Arthur, à nous connecter, à rencontrer nos équipes respectives pour justement continuer cette conversation qui a, on va dire, survolé en surface avec quand même 8 leviers, en un petit sprint sympathique qui vous a certainement donné un certain nombre d'idées et de bonnes astuces, de bonnes pratiques.
Maintenant, la réalité, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans votre entreprise pour mieux engager vos collaborateurs. Donc, il y aura le replay qui va être partagé, il y aura des éléments complémentaires qui seront partagés. Arthur, c'était notre premier webinar. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Je ne sais pas si tu es encore là, Et moi d'ailleurs. aussi. Je ne te vois plus. Si, si, je Je suis te là. vois en photo, mais je ne te vois plus en live. Ouais, je Euh, suis là. ah, super. Donc, merci Arthur, hein. Désolé. C'était très, très sympa. Merci à toi, David. Ouais. Bon, Merci j'espère beaucoup. que ça s'est bien passé pour toi. C'est comme tu avais de l'attente, la pression était élevée. Et Ça j'espère va. qu'on en fera d'autres dans le Ouais, futur. Et moi merci à aussi. tous ceux qui sont là. Et on vous dit, pour ceux qui étaient en live, un très bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Merci, ouais. À bientôt. Bonne journée.